Bonjour, bienvenue à cette conversation autour du thème des réseaux sociaux comme armes géopolitiques. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Victor Varème, qui est représentant en France du Centre de politique européenne. Donc je suis Laurent Mauriac, je suis rédacteur en chef de Brief Eco, qui est une ressource numérique sur l'actualité économique et son explication chaque semaine. Et cette année, nous reconduisons la gratuité de l'abonnement pour les enseignants et les lycéens. Et donc, nous vous donnons rendez-vous, il y en a déjà beaucoup parmi vous qui sont abonnés, sur le site brief.eco pour en bénéficier. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Victor Varème, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre parcours et puis sur le Centre de politique européenne auquel vous appartenez ? Bonjour à tous, donc Victor Varème, représentant du Centre de politique européenne en France. Le Centre de politique européenne, c'est tout simplement un think tank qui parle d'affaires européennes, qui produit des études économiques sur plein de sujets différents, et notamment sur les sujets technologiques dernièrement, tout ce qui a trait à l'IA, à la transition écologique. On a des bureaux en France, en Allemagne, en Italie. On intervient à l'occasion de divers événements, notamment voilà, ce genre d'événements, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, nous avons rédigé, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été invité aujourd'hui, une étude qui s'intitule « L'utilisation des réseaux sociaux comme arme géopolitique », une étude qui est donc sortie à l'automne 2023. Et donc, vous preniez l'exemple concrètement des métaux rares. Exactement. Alors l'idée dans cette étude était simplement de voir si un État, en l'occurrence la Chine, menait des campagnes de désinformation, qu'on pourrait qualifier de désinformation, à l'égard des politiques européennes liées à la transition écologique et plus exactement aux métaux critiques utilisés dans le cadre de la transition écologique. Alors, pourquoi on a essayé d'investiguer ce point-là, simplement parce qu'il avait été prouvé par les services secrets américains qu'ils avaient fait ce genre de choses à l'égard de la politique américaine liée à la transition écologique quelque temps auparavant. Donc on voulait voir si dans les données on trouvait des traces de ce genre de politique de désinformation, de campagne de désinformation de la part de la Chine. Alors, on n'a pas réussi à le prouver concrètement, néanmoins on a pu voir qu'effectivement il y avait des mouvements, on va dire, de protestation à l'égard de cette politique environnementale européenne. Et donc ça a été, on va dire, une espèce de point de départ, si vous voulez, d'une réflexion plus large à propos donc, de l'utilisation par des puissances en tout genre, donc des États essentiellement, pour mener des campagnes afin de promouvoir leurs intérêts. Et là, par exemple, dans le cas des métaux rares, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est des campagnes de désinformation visant à minorer l'impact environnemental de cette activité ? Alors, de manière générale, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les campagnes de désinformation menées par les États, généralement, puisqu'évidemment, il y a plein de campagnes différentes à imaginer, mais généralement, l'idée est donc de s'appuyer sur un événement en particulier et de créer une espèce de viralité critique à l'égard d'un événement qui met en évidence le fait que telle politique est mauvaise pour X raisons. Donc ça peut être pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, etc. etc. Donc c'est des choses qui sont assez compliquées à mettre en évidence, si vous voulez. Mais c'est comme ça que fonctionnent les États la plupart du temps pour mener des campagnes de désinformation sur les réseaux. C'est ce que fait aussi, et ça je pense que c'est bien plus visible pour vous tous, la Russie. Elle l'a fait donc de très nombreuses fois, elle continue de le faire, elle le fait constamment en réalité. Hein. On peut par exemple penser à la campagne des législatives où on a observé que durant l'entre-deux tours, il y a eu une création invraisemblable de comptes sur Twitter, des comptes qui relayaient les messages du Front National et qui critiquaient le Front Républicain. Voilà. Alors c'est ce qu'on appelle de l'astroturfing. L'astroturfing, c'est le fait de créer des comptes qu'on qualifie d'inauthentiques, qu'on n'arrive pas à tracer et qui sont en réalité créés par ce qu'on appelle des fermes de trolls. Voilà, donc vous avez peut-être entendu ce terme-là. Donc c'est des sociétés spécialisées qui travaillent pour le compte de ces États ? Exactement. Alors ce sont parfois même les États eux-mêmes qui créent ces fermes dans lesquelles des individus vont créer des faux comptes et faux comptes qui vont alimenter donc on va dire un débat, une critique à l'égard d'un événement ou d'une politique, etc.
Et donc, sur la base de ces faux comptes qui sont créés par millions, il faut le dire, on crée une viralité et on fait ressortir des sujets. Et ça arrive très régulièrement. Malheureusement, nous-mêmes en sommes victimes et on s'en rend compte souvent qu'a posteriori. Voilà. Moi, je pense par exemple au fait qu'un sujet tel que celui de la boxeuse, c'est ça, la boxeuse algérienne durant les JO, le fait qu'on en ait autant parlé, qu'on l'ait autant vu, c'est aussi parce que derrière, on avait des fermes de trolls russes en fait, qui alimentaient des messages destinés à critiquer justement le fait qu'elle puisse combattre en tant que femme, etc. C'est qu'un exemple parmi d'autres, parce que ça arrive vraiment, mais constamment. Voilà. Donc, très brièvement, c'est comme ça que fonctionnent les États, et notamment donc, la Russie, qui est l'État de loin le plus actif, si vous voulez, pour mener des campagnes de désinformation sur les réseaux. D'accord. Donc ça, en fait, c'est l'aspect manipulation de l'information, désinformation. La Russie a aussi comme particularité qu'il y a des réseaux sociaux qui sont russes. Alors bon, on parle beaucoup de Telegram en ce moment. Telegram est né en Russie, mais après il a pris une autre tournure en fait, parce qu'il s'est hébergé dans d'autres pays. Qu'est-ce que révèle finalement l'arrestation du fondateur de Telegram, la façon dont elle a été répercutée? Qu'est-ce que vous y voyez comme signification? Oui. Alors, très brièvement là-dessus, donc Pavel Durov, le fondateur de Telegram, qui est donc d'origine russe, a été arrêté samedi à 20h pour des faits, entre guillemets, de droit commun, qu'on pourrait qualifier de droit commun. C'est-à-dire qu'il y a 12 chefs d'accusation liés donc à un blanchiment de crimes et de délits en bande organisée. Voilà, pour dire les choses de manière très juridique. Donc, à proprement parler, il ne s'agit pas d'une attaque de la plateforme. On n'essaye pas d'attaquer Telegram, et ça n'est pas le signe que l'État français essaye de, entre guillemets, prendre la main ou de faire pression sur le réseau Telegram d'une manière ou d'une autre, puisque là, il s'agit vraiment de Pavel Durov qui est mis en cause et non pas le réseau Telegram. Néanmoins, la réception de l'événement témoigne quand même de l'importance géopolitique, si vous voulez, d'arrêter un personnage aussi important que le créateur d'une plateforme qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs. 900 millions. C'est énorme. Parce que ça a été perçu assez largement comme un acte politique. Exactement, ça a été perçu comme, comme un événement judiciaire. Politique, voilà, alors que Emmanuel Macron a bien fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation politique et que l'idée derrière n'était pas de faire pression sur donc, le fondateur de la plateforme pour peut-être typiquement récupérer les conversations de l'armée russe, puisque en fait, l'armée russe utilise essentiellement Telegram pour communiquer aujourd'hui en Ukraine. Néanmoins, la question s'est posée. Donc ça montre quand même l'importance, si vous voulez, d'étudier ces interactions entre les États et les plateformes. Voilà. Est-ce que le fait qu'un réseau social soit finalement ressortissant d'un pays procure à ce pays un avantage? Par exemple, le fait que Meta soit américain, que ex-Twitter soit américain, est-ce que ça procure un avantage aux États-Unis? Et à l'inverse, le fait que l'Union européenne soit peu dotée en réseaux sociaux procure un désavantage à l'Union européenne? Alors, je ne sais pas si le mot avantage est le mot qui convient le mieux. Néanmoins, c'est vrai que ça leur donne du pouvoir sur ces plateformes, ça c'est clair. Un pouvoir qui peut se retourner contre eux. Vous avez vu, c'est vraiment de l'actualité immédiate. Je pense qu'hier, aujourd'hui, a été révélé le fait que le gouvernement américain avait poussé les plateformes de Mark Zuckerberg à censurer des contenus dans le cadre de la crise Covid, à l'époque où il y avait plein de désinformations sur l'effet des vaccins et compagnie. Aux États-Unis, forcément, ça a créé un scandale énorme dans la mesure où il est strictement interdit de contrevenir à la liberté d'expression de quelque manière que ce soit. Donc, gros scandale aux États-Unis, mais ça témoigne par ailleurs effectivement du fait que le gouvernement américain a quand même un certain pouvoir sur les plateformes qui ont été créées et qui sont gérées depuis les États-Unis. Je prendrai un autre exemple, TikTok. Alors là, on est vraiment à un autre niveau, si vous voulez, de connexion entre l'État et la plateforme, dans la mesure où le Parti communiste chinois siège au conseil d'administration de TikTok. Voilà. Donc on est en droit, typiquement de se questionner sur les contenus qui nous parviennent de TikTok. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi plus ou moins manipulés directement par le pouvoir chinois?
Alors, est-ce que TikTok d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de restrictions, à la fois dans son usage, dans l'administration dans certains pays, et même aux États-Unis avec une interdiction qui est en cours au niveau global? Alors, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question-là, tout simplement parce que c'est un réseau extrêmement populaire pour commencer. Je pense qu'il y a plus de la moitié de la population américaine qui est sur TikTok. Interdire ce réseau social du jour au lendemain, je pense que c'est pas forcément se faire beaucoup d'amis dans le pays. Juste avant des élections, c'est pas forcément le moment propice. Deuxièmement, il y a énormément de lobbying de la part de TikTok au Congrès américain pour justement garder le réseau ouvert, etc. Donc, je ne pense pas qu'on se dirige vers une interdiction. Par contre, c'est vrai que dans l'administration américaine, dans l'administration européenne, dans l'administration peut-être française aussi, par endroits, je ne suis pas sûr totalement de ça, mais il me semble que c'est le cas, on ne peut plus avoir TikTok sur son téléphone, puisqu'on a peur effectivement que l'application espionne le téléphone, les données personnelles, etc. Et il semblerait d'ailleurs que ce soit effectivement le cas, que TikTok espionne notamment les Américains actuellement. Voilà. Donc oui, je pense qu'effectivement, pour revenir à la question initiale sur l'avantage, dans la mesure où on peut effectivement peut-être contrôler un peu le contenu sur les plateformes, dans la mesure où on peut aussi espionner, ça donne un certain avantage. Mais ce n'est pas un avantage qui est explicite, puisque évidemment les États ne pourront jamais assumer, si vous voulez, d'avoir ce genre de pratique-là. Donc, est-ce que l'Union européenne, au final, devrait être triste de ne pas pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire espionner et censurer les plateformes? Alors, elle a trouvé des astuces pour le faire, justement. Notamment censurer les plateformes, si vous voulez, dans la mesure où, avec le Digital Services Act, qui a été donc adopté en 2022 et qui a été mis en œuvre à partir de l'an dernier, les grandes plateformes, donc c'est les plateformes qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, sont tenues donc non seulement d'avoir une modération qui est efficace, mais également de fournir des données constamment à la Commission européenne s'agissant de ses algorithmes, s'agissant de l'utilisation de la plateforme. Donc ça permet d'avoir une connaissance bien plus grande en réalité de ce qui se passe sur ces réseaux-là, de mieux les contrôler. Et vous pensez que ce sera efficace? Parce que par exemple dans le cas de X, il y a déjà une enquête qui a été ouverte et visiblement très très peu de bonne volonté de la part de Elon Musk pour s'y conformer. Alors, effectivement, il faut se rappeler quand même que Elon Musk a racheté Twitter notamment parce que il supputait une certaine censure de la part du gouvernement américain, et lorsque il a révélé ce qu'il a appelé les Twitter Files, bon, il semblerait qu'effectivement il y avait quand même des discussions entre le gouvernement américain et Twitter pour censurer certains contenus, comme ce qu'on a pu observer donc là très très récemment avec Meta. Donc évidemment, ça va à l'encontre de son idéologie aujourd'hui de se conformer entre guillemets au DSA. Pour autant, on parle quand même de 6% du chiffre d'affaires comme amende maximale, si vous voulez, s'il n'y a plus de respect du DSA. Donc, je pense que c'est une belle incitation à le respecter. 6% du chiffre d'affaires mondial. Voilà, donc c'est pas mal. Est-ce qu'en matière de réglementation, il n'y a pas aussi un point sensible qui est l'opacité des algorithmes, en fait? C'est-à-dire que la façon dont les informations sont présentées, sont sélectionnées, sont organisées, c'est des tris qui sont faits justement par ces fameux algorithmes, qui sont en fait la recette secrète de chacune de ces entreprises, et qui sont absolument pas transparents. Et finalement, ces réseaux sociaux, c'est des produits auxquels on n'a pas vraiment accès, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Est-ce qu'il n'y a pas des exigences à mettre en place pour qu'il y ait plus de transparence? Alors, le DSA, dans ce domaine, a déjà fait quand même pas mal de progrès dans la mesure où les grandes plateformes sont obligées d'expliquer les contenus qui sont promus auprès des utilisateurs. Il y a une exigence de transparence en termes de modération des contenus et donc, comme je le suggérais tout à l'heure, les grandes plateformes doivent aussi transmettre leurs algorithmes à la commission. Mais effectivement, voilà, c'est un peu de magic sauce que les plateformes ne peuvent pas révéler non plus au grand public, quoi, si vous voulez. Donc on ne peut pas être dans un format totalement open source où
Donc tout le code source peut être analysé par les développeurs, parce que vous et moi, effectivement, on ne va pas pouvoir analyser. Mais c'est effectivement la limite de l'exercice. On ne peut pas, à ce stade, avoir beaucoup plus de transparence que ce qu'on a déjà avec les grandes plateformes. Et quand il y a des opérations donc, à visée géopolitique, c'est-à-dire politique ou militaire par exemple, de déstabilisation ou de désinformation ou de manipulation, quel est le bilan que vous faites des interventions possibles en fait, pour les freiner ou pour les empêcher? Alors, quels sont les recours possibles? C'est un vaste sujet parce que en fait, c'est vrai que le DSA typiquement va obliger les plateformes à retirer les contenus illégaux de la plateforme. Mais là, on parle de campagne de désinformation, si vous voulez. Et en réalité, c'est pas forcément illégal. Exactement. Dans la plupart des pays, donc là aux États-Unis, c'est bien pour ça qu'il y a un gros scandale autour de la censure des contenus sur Meta. Dans la plupart des pays, la désinformation n'est pas illégale. Aussi parce que souvent la désinformation est dans une espèce de zone grise entre la vérité et le mensonge. Donc c'est assez compliqué de censurer, exempter en fait ces contenus-là. On peut, a posteriori évidemment, juger que c'est des contenus qui transmettent des fausses informations. Et dans certains contextes, on a des lois qui permettent de retirer ces contenus des plateformes. Mais dans certains contextes très précis, en France, depuis 2018, on a une loi qui permet de retirer les fausses informations dans un contexte électoral. Un contexte électoral. Voilà, c'est arrivé après les Macron Leaks qui, durant l'entre-deux tours de 2017... C'est une loi contre les fausses informations. Exactement. Voilà, donc ça existe, et de plus en plus de pays créent ce genre de loi pour pouvoir retirer les fausses nouvelles des plateformes. Mais donc, encore une fois, l'exercice est difficile parce qu'on est souvent dans la zone grise. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Il y a quand même des outils à disposition, si vous voulez, pour essayer de combattre ces phénomènes, ces campagnes qui cherchent à déstabiliser, à mettre de l'huile sur le feu de nos sociétés. Alors, l'un des instruments le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le pre-bunking. Alors le pre-bunking, c'est l'inverse du debunking. Le debunking, c'est justement a posteriori dire « Ah bah, vous voyez, ça c'était une fausse information, on vous donne la vérité maintenant ». Le pre-bunking, c'est avant un événement crucial, donc par exemple une élection, sensibiliser les utilisateurs au fait qu'ils vont peut-être être soumis à des fausses informations sur la plateforme. Et proposer un narratif alternatif auquel les utilisateurs peuvent adhérer plutôt que de croire la fausse information qui va leur être soumise. Voilà. Dans le cadre des élections européennes, Google a mis en place ce type de campagne-là à l'échelle européenne. Bon, ça n'a pas empêché les partis d'extrême droite de faire des scores assez élevés. Néanmoins, c'est une pratique qui permet quand même de sensibiliser très largement les utilisateurs de plateformes qui sont aussi les plus sujets à croire les fausses informations. Alors, j'ai une petite question à votre avis, d'ailleurs, j'ai bien posé cette question. À votre avis, quelle catégorie d'électeurs est la plus sujette à croire les fausses informations? Le prenez pas mal, hein, je dois en avoir certains d'entre vous dans la salle. C'est pas les profs, non, je pense pas. Je pense que là, typiquement, vous êtes quand même bien protégés. Non, ce sont les plus de 45 ans. Voilà. Les personnes de plus de 45 ans, et c'est un peu contre-intuitif parce que souvent, on dit que ce sont les jeunes qui sont soumis à la désinformation, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Les jeunes sont très au fait, très armés, parce qu'ils sont habitués au réseau, alors que ce n'est pas le cas des personnes un petit peu plus âgées. Mais est-ce qu'on peut lutter avec ce type de stratégie? Parce que, en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est le fonctionnement des algorithmes. Et en fait, le fonctionnement des algorithmes, il joue sur les émotions négatives. Peut-être vous pourriez expliquer un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que justement les posts sont valorisés, sont mis en évidence, sont vus par beaucoup de personnes. Ouais. Alors, donc là, on va toucher des cordes, comme on le disait hier, anthropologiques, puisque effectivement, nous humains, nous réagissons aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et sur les plateformes, malheureusement, elles sont souvent négatives. Et donc, c'est effectivement l'instrument principal des campagnes de désinformation. C'est-à-dire qu'on va créer de la viralité en appuyant sur un sentiment négatif, que ce soit la colère, la peur, typiquement, plutôt que sur des sentiments positifs. Donc, effectivement, là, on arrive, on va dire, dans un second volet de ce qu'il est possible de faire, si vous voulez, pour éviter que les désinformations fassent trop de dégâts. On peut limiter ou ralentir la diffusion de ces sentiments négatifs, de cette viralité négative, si vous voulez,
c'est ce qu'on appelle de la slow content transmission. On ralentit simplement la diffusion des messages viraux en limitant le nombre de messages, en limitant le nombre de likes par minute. Ça permet donc au final à l'information peut-être d'être déjà rapidement identifiée comme une fausse information avant qu'elle ait fait des dégâts et pour qu'elle puisse être évacuée de la plateforme, ou éventuellement qu'elle entre guillemets, qu'elle s'affaisse un peu d'elle-même avant d'atteindre une viralité extraordinaire qui lui permet d'avoir des millions de vues, parce que ça arrive quand même tous les jours, ce genre de choses. Donc il y a cet instrument-là qui est une espèce de variante du shadow banning. Je ne sais pas si vous connaissez les shadow banning. Shadow banning, c'est la plateforme qui décide en fait de vous boycotter, quoi. C'est-à-dire que vous allez publier un message et personne ne va le voir parce que la plateforme ne veut pas que votre message soit lu. Donc là, l'idée, ce ne serait pas de vous masquer, mais de vous ralentir, la viralité du post. Donc ça, effectivement, c'est une deuxième piste qui est prometteuse et ça pourrait être au cœur de discussion d'un DSA2. C'est ça, voilà. Parce que ça, c'est du ressort uniquement des plateformes. Donc il faut que les plateformes coopèrent ou alors soient soumises à une réglementation. Exactement, voilà. Donc l'idée, ce serait vraiment de réfléchir avec les plateformes à la possibilité de mettre en place ce genre d'instrument. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'intérêt économique des plateformes, c'est que les utilisateurs restent le plus longtemps possible en ligne sur les plateformes. Et donc pour qu'ils restent le plus longtemps en ligne, finalement, elles se sont aperçues que c'était les contenus clivants qui marchaient le mieux. Exactement, exactement. C'est pour ça que c'est très compliqué, si vous voulez, pour les plateformes d'elles-mêmes, entre guillemets, d'introduire ce genre de dispositifs dans leurs algorithmes, puisque ça contrevient totalement à leur business model. Et je pense que si on engageait une discussion entre les plateformes et la Commission européenne sur la slow content transmission, ça prendrait du temps, parce que les plateformes vont avoir du mal, si vous voulez, à être d'accord pour vraiment porter atteinte à leur business model qui, malheureusement, prospère sur beaucoup d'émotions négatives. Peut-être un dernier mot avant de voir s'il y a des questions dans la salle. Il y a un dernier moteur qui est en train de prendre beaucoup d'importance, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle change ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'intelligence artificielle ne va pas tout changer en termes de désinformation. C'est un outil supplémentaire en fait dans le panel d'outils à disposition des organisations qui souhaitent faire de la désinformation, que ce soit les États ou d'autres. Des outils qui sont très puissants effectivement, parce que ça va permettre typiquement à un État non plus d'avoir une ferme de trolls où il y a quand même des humains qui vont envoyer des messages ou, on va dire, préparer des téléphones pour que les téléphones envoient des messages par eux-mêmes. On va pouvoir passer à l'étape supérieure, si vous voulez, avec des agents autonomes IA qui vont eux-mêmes créer les comptes, qui vont s'autogérer, qui vont créer des sites avec des fausses informations. Donc on passe vraiment au niveau supérieur, quoi. Et qui vont pouvoir relayer les messages beaucoup plus facilement, etc. etc. Donc c'est un effet des multiplicateurs. Exactement, c'est totalement des multiplicateurs et donc ça pourrait même détourner les mécanismes de slow content transmission dont on a parlé, etc. Donc, c'est des outils qui sont effectivement à considérer, à analyser et à prendre en compte effectivement dans les discussions d'un éventuel nouveau texte européen. Merci beaucoup. Donc, il nous reste un petit peu de temps s'il y a des questions. Alors oui. On va vous apporter un micro. Ma question, ce serait, en tant qu'enseignant, est-ce que vous avez des outils que vous pouvez nous recommander pour montrer à nos étudiants que tout ce que vous nous avez expliqué? Parce que nous, on leur dit, mais comme on a plus de 45 ans chacun, ils ne nous croient pas. Donc, est-ce que vous avez des outils ou des sites sur lesquels on pourrait leur montrer par A plus B qu'on peut être complètement manipulé, notamment avec toutes les élections qu'on a eues en France, on voit bien qu'il y a eu certainement des influences diverses. Alors moi je pense à un site ukrainien, parce qu'on n'a pas du tout parlé du cas ukrainien. On a parlé un peu de la Russie, l'utilisation de Telegram, etc. Mais s'il y a un pays aujourd'hui qui est soumis à un torrent des informations constant, c'est l'Ukraine. Puisque comme je l'entendais récemment, ça coûte beaucoup moins cher de faire peur à une population que de lancer des bombes sur cette même population, quoi. Donc si on peut gagner la guerre de manière psychologique plutôt qu'avec les armes, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que constamment, si vous voulez, l'Ukraine est soumise à un flot de désinformation.
juste un chiffre à ce propos, quelques chiffres à ce propos, parce que c'est très éloquent. Le gouvernement ukrainien a débusqué plus de 86 fermes de trolls russes en Ukraine, des fermes qui géraient plus de 3 millions de comptes à destination de 12 millions d'utilisateurs ukrainiens. Donc l'idée était vraiment de les bombarder de fausses informations pour typiquement qu'ils quittent la ville, qu'ils adoptent des comportements qui allaient favoriser les Russes à un moment ou à un autre. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une association, et il faudra que peut-être qu'on revérifie a posteriori, mais il me semble que cette association s'appelle stopfake.org, qui recense donc les tentatives de désinformation russe en Ukraine depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc ça, je pense que c'est un bon site qui permet de voir l'étendue en fait de la désinformation dans ce pays dans le cadre du conflit. Je ne sais pas si... bonjour, merci pour votre intervention tout d'abord. J'avais une question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'utilisation des réseaux sociaux comme arme géopolitique dans le cadre du conflit dans le Moyen-Orient? Alors oui, effectivement, il y a énormément de choses à dire aussi sur ce sujet-là. On se rappelle qu'au début du conflit, il y a eu beaucoup de mise en garde de la part des autorités à l'égard de Twitter, X Twitter, puisque effectivement il y avait des torrents de désinformation, notamment beaucoup d'images deepfake. On pense typiquement à ces images d'enfants avec 8 doigts qui étaient agonisants. Alors voilà, c'était de fausses images qui se répandaient comme des traînées de poudre et qui en fait effectivement exacerbaient les tensions qu'il pouvait y avoir, notamment entre les communautés juives et arabes. Un autre exemple, et d'ailleurs cette fois-ci alimenté par les Russes, les étoiles de David qui avaient été inscrites sur les portes de familles juives à Paris. Donc apparemment c'était une espèce de coup orchestré par les Russes et ça a été amplifié encore une fois par ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'astroturfing sur X Twitter pour bien exacerber le fait qu'en France il y avait des tensions, si vous voulez, entre les communautés juives et arabes. Donc effectivement, de ce point de vue-là, les réseaux ont un rôle très très important pour alimenter malheureusement les tensions entre les deux camps. Que vous dire de plus? Ça participe évidemment au conflit, comme dans le cadre ukrainien. On entend ? Oui. La plupart du temps, l'arme géopolitique est utilisée par les forces autocratiques ou illibérales. Et j'avais cru comprendre que les démocrates, Kamala Harris, etc., aux États-Unis, se posaient la question de savoir si ils avaient un certain retard par rapport à Trump sur ce genre de choses, et si eux-mêmes n'allaient pas utiliser cette arme géopolitique. Est-ce que vous en savez un peu plus là-dessus? Là, typiquement, on est au cœur de la campagne américaine. Je pense que, effectivement, alors, si par utiliser l'arme géopolitique, vous entendez le fait de créer des comptes qui vont alimenter un marketing, si ce n'est une propagande, voilà, mais bon, peut-être qu'on peut parler du terme de marketing qui est un petit peu plus sympathique. Donc oui, effectivement, je pense que, en fait, pendant longtemps, je pense que les démocraties ont été assez passives à l'égard de campagnes de désinformation qui visaient à les critiquer. Donc aujourd'hui, effectivement, ça participe de ce que j'appelle du pré-bunking, de ce qu'on a appelé le pré-bunking tout à l'heure. Aujourd'hui, elle contre-attaque, en fait, avec effectivement une grande présence sur les réseaux pour contrebalancer les messages négatifs avec des messages positifs, si on veut. Donc, je pense qu'on peut avoir de l'espoir. On me demande de conclure, donc je finirai avec une touche d'espoir. Je pense qu'on va finir au final par gérer, si vous voulez, toutes ces problématiques de campagne de désinformation, justement en mettant en place tous les mécanismes dont on a parlé, que ce soit donc le pre-bunking, ce content transmission, et éventuellement aussi lorsqu'on sera capable de vraiment mettre en évidence tous les contenus générés par l'IA sur les réseaux. Voilà, donc je finirai comme ça. Merci beaucoup, Victor Varem.